Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Cette semaine, on a un invité spécial pour Dominique Tremblay pour remplacer Anne-Sophie qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Là. Mais pour vous, c'est quand même un super épisode, il est super bien fait ça, là, Dominique. Excellent. Donc, on a reçu le docteur Frédéric Veillette, médecin de famille à Val-d'Or. Donc, en région, avec une pratique très diversifiée. On a parlé de l'obstétrique, l'urgence, même des procédures mineures en clinique. Donc, c'était super intéressant. Oui, puis moi, en tout cas, personnellement, j'aime toujours ça, en entendre plus sur la médecine familiale en région. Là. Je trouve que c'est une pratique qu'on n'entend pas assez parler dans toute la diversité qu'on peut y retrouver. Là. Fait que ça a été un super bel épisode avec Dr Veillette. Bonne écoute! On voulait prendre un moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer, qui est une firme de finance spécialisée pour les médecins et les étudiants en médecine. Ils sont tellement agréables avec nous, tellement agréables à travailler. On vous conseille fortement de les contacter. Oui, c'est ça. C'est du monde facile d'approche. Les consultations avec eux, c'est gratuit. Fait qu'hésitez pas à envoyer un courriel. Le lien est en dessous des vidéos. Puis, c'est ça. Ils peuvent répondre à vraiment toutes vos questions que vous avez par rapport à vos finances personnelles, par rapport aux prêts et bourses du gouvernement, par rapport aux assurances que vous pouvez avoir, des placements que vous pouvez faire pour essayer de maximiser vos finances. Fait que, bref, peu importe c'est quoi votre question, contactez-les puis ils vont avoir les réponses pour vous. Merci Archer! Attention, on a une annonce spéciale à faire. Dans le fond, nous, on va prendre notre retraite de podcast là, après cette saison-ci. Donc, on est à la recherche de quelqu'un, ou en fait de 2 personnes qui seraient partants pour nous remplacer puis continuer notre beau projet. Oui, idéalement, on aimerait ça des étudiants en médecine, bien sûr, pour continuer un peu dans la même lignée. Des étudiants qui sont peut-être en première année ou en pré-med, qui vont pouvoir prendre le projet pour plusieurs années. Aussi, on vous suggère fortement, si ça vous tente, d'appliquer entre amis, 2 à 2. C'est toujours plus facile de faire des discussions comme ça quand on le fait entre amis. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-nous, envoyez-nous une petite description de pourquoi vous êtes intéressé. Puis, ouais. C'est ça. On attend vos CV. All right. Ben, merci beaucoup, Dr Veillette, d'avoir accepté de venir nous voir. Ça fait plaisir. Donc, nous, on aime ça, là, partir ça en reculant un peu jusqu'au début. Toi, est-ce que tu as toujours su, quand tu étais plus jeune, que tu voulais t'en aller vers la médecine? Ouais, je suis une de ces bébites-là qui, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours pas mal focusé sur médecine. Probablement à force que ma mère me dise que je coûtais cher puis que j'écrivais vraiment mal. Fait que j'avais toutes les qualités requises pour être un bon médecin. Tu t'es rentré après le cégep directement? Ouais, exact. C'était vraiment un focus de longue date. Là. Je ramassais mon argent à 8-10 ans pour mes études. En étant de l'Abitibi, ben c'est sûr que c'était prévisible que ça coûterait cher quand même les études à Montréal ou ailleurs, là, puis qu'il allait falloir que je m'exile finalement. Puis c'est ça, ouais, j'ai fait un parcours assez direct, là. Ça a été un bon questionnement aussi à savoir si j'allais dans le coin de Montréal pour faire mon cégep, mais je suis resté à Val-d'Or après un peu de réflexion en me disant que j'aurais quelqu'un pour faire le lavage. Ouais, c'est ça, c'est pratique. M'aider. Non, mais que la coupure serait peut-être moins intense pour le cégep si je restais chez nous, puis finalement ça a été la bonne décision. Là. Ouais, j'ai pas été accepté dans mon université où je voulais aller initialement, mais finalement ça a été probablement la meilleure choix ou obligation que j'ai vécu. Ouais. Fait que finalement, tu as fait ta formation à quelle faculté? J'ai fait à l'Université de Montréal pour la médecine, les 5 ans de médecine. OK. En étant de Val-d'Or, beaucoup de mes collègues allaient à Québec. J'avais envie de les suivre là-bas, mais finalement, j'avais été accepté à Montréal puis à Sherbrooke. Puis là, au début, je voulais aller dans la plus petite université possible pour ressembler à la région. Fait que là, je pensais même aller à Trois-Rivières. Ils rouvraient le département. Puis finalement, la vidéo des entrevues là, du conseil étudiant ou des étudiants m'avait convaincu de ne pas manquer ma chance à l'UDM. Puis finalement, ça a été 5 merveilleuses années.
Comment t'as trouvé ça, passer de l'Abitibi à Montréal, mettons, surtout en étant un peu tout seul de ta gang? Ouais, les débuts, je pense comme tout changement, là, je suis quelqu'un qui aime... je suis pas nécessairement un gros fan du changement, bien que comme j'aime surtout vivre le moment présent. Là, fait qu'au début, j'ai trouvé ça un petit peu difficile, mais j'avais mes 2 grands frères à ce moment-là qui étaient à Montréal. Puis rapidement, la 2e journée d'initiation, ça a été le coup de foudre avec plusieurs amis puis que j'ai gardé, là, que je vois ce soir, que j'ai vu en fin de semaine, puis qu'on garde contact. Là, ouais. Good. Puis en rentrant en médecine, savais-tu un peu dans quel domaine tu voulais t'enligner? Non, en fait, c'est, je pense, le fait d'aimer un peu tout qui m'a amené en médecine familiale. Là, fait que j'étais un peu... probablement quand j'avais 8 ans, je disais que je voulais être pédiatre, là, mais comme, je sais pas vraiment pourquoi. Mais non, j'ai littéralement tout apprécié de mes études en médecine là, au niveau des stages. Fait que j'ai fini en médecine familiale parce que je savais pas comment choisir avec tous ces domaines-là. OK. Puis ça a vraiment été clair pour toi? Est-ce que tu as hésité à un certain moment? Oui, non, j'ai hésité beaucoup. Là. Ça a été comme une décision on s'entend. Là. Je pense que c'est pour ça que l'émission est populaire. C'est un choix qui doit se faire sur une longue réflexion. Puis on a déjà eu ces discussions-là un peu à Val-d'Or, mais je pense que le choix de ce que tu veux faire puis où tu veux le faire doit se faire soit en choisissant la priorité entre les deux. Puis moi, je savais où je voulais le faire. J'avais l'intention de retourner dans mon Abitibi natal. Puis c'était ça mon objectif. Puis après ça, là, ça me permettait un peu de voir c'était quoi disons, dans les spécialités que j'aimais, c'était quoi la pratique réaliste à Val-d'Or. Là, fait que moi, c'était un peu comme ça que je suis allé. Puis les stages Saros que j'ai fait... Saros, là, selon à qui on parle, mais bref, c'est sûr que ça m'a un peu contaminé là, avec la médecine familiale parce que j'ai eu énormément d'expositions en médecine, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup dans notre cursus régulier. Là. J'ai peut-être un peu moins pire aujourd'hui, mais je sais pas, nous, il faut un effort maintenant un peu. Ouais. Puis, est-ce que tu avais exploré, mettons, justement, à quoi ça ressemblait d'autres spécialités à Val-d'Or? Oui, moi, en fait, tu sais, mettons, mon top 4, là, c'était chirurgie, obstétrique, anesthésie, médecine d'urgence, mettons. Là. Fait que, c'était comme ça qui me drivait, là, à part la médecine familiale. Puis c'est ça pour diverses raisons. Peut-être que si j'étais resté à Montréal, j'aurais choisi une spécialité pour avoir une pratique un peu différente. Mais je dirais que l'élément principal, c'est que j'étais pas en mesure de faire une croix sur aucun des trucs que j'aimais de toutes ces spécialités-là. Fait que aujourd'hui, je pense que ma pratique correspond pas mal à ça, là, avec l'urgence, avec l'obstétrique, avec la mini-chirurgie, le suivi de patients. J'oserais même dire un peu la psychiatrie, là, même si je pense que c'est prépondérant en médecine familiale, même si on veut pas tout faire de la psychiatrie hospitalisée, etc. Mais c'est ça. Ouais. OK. Puis justement, je pense que c'est peut-être un bon pont. Là. Tu mentionnes la variété de ta pratique maintenant. Puis on l'a vu en passant aussi à Val-d'Or. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple d'un horaire ou une semaine typique? Ça peut ressembler à quoi là, qui peut illustrer un peu là, la flexibilité, la variété de ta pratique? Oui et non. Là. En fait, la raison même de mes choix de pratique, c'était justement qu'il n'y ait pas d'horaire typique. Là. Fait qu'en fait, je suis pas sûr que j'ai eu 2 fois la même semaine depuis les 10 dernières années. Wow, c'est mais peut-être dans le même ordre, mais toujours un peu différent. Là. Fait que dans le fond, c'est plus facile de le dire en mois peut-être. Fait que comme on sépare beaucoup les gardes comme ça. Fait que là, présentement, ma pratique, ça ressemble à 7 quarts d'urgence dans le mois, là, répartis sur jour, soir, nuit. Je fais à peu près 4 fois 24 heures d'obstétrique, là, des fois 5, des fois 3, tout dépendamment des besoins, puis ça, des fois collé entre 24 et 72 heures, là, selon quand est-ce que ça donne avec l'équipe aussi. Là. Puis je pense que ça me donne à peu près
moi, je fais à peu près 3 demi-journées de bureau 2 semaines. Là, fait qu'une semaine, j'en fais une journée complète. L'autre semaine, je fais une demi-journée. Puis je dois, je sais pas, m'investir peut-être 2 jours par semaine avec les résidents. Réunions, supervision, limite, là, tout ce qui va avec là, les cours d'urgence, la préparation, etc. Là, ouais. Tu trouves ça comment, inclure des nuits à travers ton horaire, tu sais, à chaque mois? Ouais, ben moi j'ai c'est probablement un talent ou une capacité à m'endormir n'importe quand. Fait que je suis capable, franchement, de dormir. Je dors assez bien le jour, là, tu sais. Fait que je pense que c'est pas une pratique qui est nécessairement faite pour tous les métabolismes, là. Mais le mien s'y fait quand même assez bien, là, bien que malgré tout, je sens le poids des quelques années de carrière. C'est un petit peu plus dur peut-être qu'avant, mais non, j'arrive à dormir un peu dans l'auto après ma garde d'obstétrique où j'ai pas vraiment dormi vendredi. Ma blonde m'a conduit, puis on monte à Montréal. Là, ça ressemble à ça, mais c'est sûr que la vie de famille vient aussi changer un peu. Là, au début, les nuits, c'est surtout facile parce que t'as pas vraiment d'obligations en dehors de t'occuper de toi, puis quelques obligations à l'hôpital. Là, mais c'est sûr qu'avec les enfants, il y a des périodes plus difficiles, mais honnêtement, moi, j'aime travailler de nuit. Là, ouais. Je trouve ça quand même plus paisible, plus calme. C'est pas un beat que je déteste. Là. Ouais. Puis la conciliation travail-famille, justement, comment ça se passe en tant que médecin de famille en région? Ben, en fait, c'est probablement ce qui a guidé le plus mon choix de retourner en région. Là. Pour moi, c'était quand même une priorité. Ben, je pense qu'on veut la plupart des gens aiment offrir à leurs enfants ce qu'ils ont connu comme enfance s'ils ont eu une enfance heureuse, qui est mon cas. Là. J'ai adoré grandir en région, puis c'est ce que j'avais le goût d'offrir à ma famille, à mes enfants. Moi, j'ai fait le choix, au lieu de rester sur le bord de l'eau, d'avoir une maison pratiquement dans l'hôpital, là, dans le sens où je reste en face de l'hôpital à 2 minutes de la salle d'accouchement. Fait que, tu sais, à course, je suis autant rapide quand je dors à l'hôpital que quand je dors à la maison, presque. Là, mais puis il y en a qui trouvent ça beaucoup trop proche. Puis moi, au contraire, je trouve ça merveilleux parce que je veux souper avec mes enfants quand j'ai une patiente à 6 qui va avoir son épidurale. Là, fait comme autant ça qu'à l'urgence, je finis à 8h32, ben à 8h34. Je suis en train de préparer les crêpes le matin pour les enfants. Fait que, eux s'en rendent un petit peu moins compte à cause de ça. Puis je pense qu'ils gravitent aussi alentour du fait que je vais à l'hôpital, je reviens. Des fois, je peux aller voir un patient puis revenir, puis attends pour les coucher. Ce côté-là, moi, je l'apprécie beaucoup, là, c'est sûr. Ouais. Ben oui. Puis comment t'as trouvé que t'as réussi à prendre tout ce que t'aimais puis à le fitter, mettons, dans un système qui existait déjà, dans un hôpital qui existait déjà, trouver les trous dans tous ces aspects-là. Ouais, c'est bien. Ben, c'est sûr que comme n'importe quelle pratique, ça vient avec des impondérables. Puis au début, il a fallu. Ben, je faisais de l'hospitalisation puis des soins intensifs. Là. Au début aussi, j'étais comme sur toutes les listes de garde qu'on avait à l'hôpital, sauf le côté plus soins palliatifs là, que je fais, gériatrie que je couvrais pas. Puis à un moment donné, inévitablement, tu essaies de choisir ce que tu préfères puis de faire fitter ça dans l'horaire. Puis dans le fond, je réussissais encore à le faire fitter. Au début de ma carrière, je pense que j'ai travaillé peut-être un peu trop aussi. C'était beaucoup, mais c'était correct. Là. Je veux dire, j'ai appris aussi à voir qu'est-ce que j'aimais le plus puis c'était quoi qui me stimulait davantage. Puis il faut apprendre à mettre ses limites. Là. Au début, tu dis, je veux faire 9 corps d'urgence par mois. Puis là, je veux 5, 24 heures d'obstétrique. Puis là, je veux, oui, à tout. Puis les résidents, puis on va faire plein d'activités extra médicales, tout ça. Fait que, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à choisir. Puis c'est beaucoup plus facile en médecine d'en rajouter que d'en enlever. Là. Fait que, mais c'est ça, mais il y a aussi des choses comme la chirurgie mineure où je voulais le faire. Fait que j'ai trouvé une façon de le faire. J'ai monté la clinique avec les résidents. Puis c'était ça, à ce moment-là, le besoin, puis la façon de le faire qui me permettait de continuer à faire un peu de gestes techniques. Fait que, ça, c'est un exemple peut-être de trucs que j'ai pu plus mettre en place pour me satisfaire à mes intérêts. Alors que l'urgence, l'obstétrique, c'est déjà rodé un peu en région, que les gens sont plus
je n'ose pas dire plus polyvalent parce qu'il y a des gens polyvalents partout, mais c'est un peu plus classique un profil polyvalent en région. Puis à Val-d'Or, c'était possible de le faire. Fait que c'est sûr que moi, ça convenait à mes besoins. Là, ouais. C'est ça. Puis avec la variété de choses que tu fais, certaines choses que tu as laissées de côté, avec le temps, peut-être, c'est ça, c'était peut-être un peu trop. On pense à la durée de la formation de la résidence en médecine familiale, 2 ans, ça va vite. Comment tu trouvais la transition, justement, de passer de résident à patron avec autant d'intérêts variés? Est-ce que tu te sentais, disons, assez supporté ou est-ce que tu as eu des inquiétudes à certains points? Comment tu as vécu à travers ça? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question que beaucoup de résidents en médecine familiale se posent. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des discussions sur un programme de 3 ans éventuellement, pour lequel pour la plupart des superviseurs, on n'est pas contre, là, tant et aussi longtemps que le programme de 3 ans sert à justement adresser exactement cette question-là, plutôt que de rajouter un paquet de trucs qui seront peut-être pas qui vont peut-être pas t'outiller justement à avoir un début de pratique, diversifié ou élargi. Mais c'est difficile, le début de pratique, je pense que c'est difficile pour toutes les spécialités. Je pense qu'en médecine familiale, étant donné qu'on peut pas te préparer à tous les domaines de la médecine familiale, inévitablement, tu vas devoir un peu faire tes armes dans les domaines qui t'intéressent. Moi, j'ai choisi surtout des soins critiques, puis c'est sûr que au début, j'en ai, tu sais, je suis pas un gars particulièrement nerveux, puis j'en ai stressé un petit bout, là. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un 3 mois supplémentaire à la fin de ma pratique. C'était un choix personnel. J'ai commencé à travailler un petit peu, puis j'ai réussi à négocier des stages supplémentaires pour justifier par ma pratique qui était assez diversifiée. Puis ça, je pense que ça m'a aidé à gagner en confiance, mais c'est sûr que dans le 2 ans, on t'apprend à te donner les outils pour devenir compétent dans ce que tu vas travailler. On t'apprend à ne pas être dangereux, mais c'est pas vrai que la résidence en médecine familiale se finit le 1er juillet, que tu gradues. Je veux dire, c'est un peu comme en spécialité, puis c'est un peu probablement pour ça que les médecins spécialistes ont des fois un peu moins un gros vertige de début de pratique, c'est que leur seniora, ils vont le faire sous supervision, puis ils vont tranquillement, pas vite, prendre de plus en plus de responsabilités. Là, en médecine familiale, t'es un peu pitché dans le bain, mais en même temps, t'es aussi appuyé par des collègues. Puis, tu sais, mes premières gardes, si j'avais un petit mot sur le comptoir, appelle-moi s'il y a quelque chose, t'es capable, lâche pas. Mais tu sais, j'ai toujours eu l'occasion aussi de poser mes questions, puis d'aller voir mes collègues avec plus d'expérience. Là. Fait que c'est pas facile, mais ça se fait. Là, c'est quand même rassurant. Là. Ben ouais, c'est ça. Puis le 3 mois que t'as fait, c'était en quoi? C'était en urgence? Non, en fait, c'est ça, j'ai fait 1 mois d'urgence. Puis là, ma résidence était avec McGill, fait que j'ai fait 1 mois d'urgence au General, j'ai fait 1 mois de soins intensifs au Jewish, puis j'ai fait 1 mois d'obstétrique à Gatineau. Wow, fait que ça a comme combiné, c'est ça. Ouais, ben en fait, je combinais vraiment mes 3 intérêts à ce moment-là, puis en fait, j'avais déjà commencé à pratiquer, là, fait que j'avais fait de l'obstétrique, j'avais fait de l'urgence, j'avais fait des soins de région, là, mais ouais. Puis justement, mettons, pour aller un peu encore plus en détail là-dedans, on dirait que je suis comme inquiète d'avoir trop d'intérêt en ce moment. Puis là, on a comme, je sais pas, 4 stages à option, je pense, pendant la majorité des sites, 3-4 stages à option. Comment t'as fait pour choisir, OK, je suis intéressée par l'obstétrique et urgence, mais là, je peux pas faire, mettons, 4 d'obstétrique comme la majorité des gens qui vont faire de l'obstétrique, ils feraient pendant leur résidence. Ouais, c'est pas évident cette question-là parce que c'est sûr que si tu vas appliquer en chirurgie plastique, ben je pense que faut que tu fasses plusieurs stages, puis que tu te fasses connaître, puis que tu rencontres les gens pour qu'ils sentent savoir si tu fit bien avec le programme. Je pense que c'est comme ça que ça marche là. Fait que c'est sûr que c'est difficile d'avoir un profil très sur-spécialiste, neurochir, puis en même temps, je pense que ces gens-là peut-être aussi qui ont un intérêt plus pointu dans quelque chose. Mon conseil par rapport à ça, c'est sûr, il y a probablement des stages à option qui doivent se faire par intérêt, puis des stages à option qui doivent se faire pour soit
te permettre toi-même de départager ce que tu veux faire, soit pour t'aider à obtenir la résidence que tu veux obtenir. Fait que, tu sais, je pense que ça fait du sens de se permettre de prendre 1 ou 2 stages bonbons pour le plaisir de juste aller dans quelque chose que peut-être tu feras jamais dans ta pratique. Puis, à l'inverse, tu sais, c'est sûr que je pense que c'est important si tu veux faire une spécialité X de la faire. C'est un peu... Tu sais, ils sont chanceux, je pense, ceux qui ils savent qu'ils veulent aller en médecine familiale, parce que là, à ce moment-là, tu peux probablement juste prendre des stages bonbons, là, tu sais, dans le sens où il y a moins cette exigence-là de connaître les gens, de par probablement le fait qu'il y a plusieurs milieux de formation. Puis une fois en résidence, tu avais fait tes stages à option plus, mettons, dans les soins aigus ou en obstétrique ou assez varié. J'ai fait dermatologie pédiatrique. J'avais un intérêt en dermato. Ça a été vraiment un beau stage. Externe, tu vois, j'avais pris plastie, mais à résidence, là, laisse-moi me rappeler. J'ai fait urgence, là, bien entendu. Moi, j'étais plus du milieu Université de Montréal, là, fait que les milieux francophones, je connaissais mieux. Là, fait que j'ai fait urgence à Sacré-Cœur. J'ai fait soins intensifs à... ça va se répéter un peu avec mes 3 mois de stage, là, mais soins intensifs à la Cité de la Santé, puis obstétrique à la Cité de la Santé. Ouais. Fait qu'encore une fois, c'est comme un peu pour... Ben, c'est ça, j'avais été pour aller me chercher, tu sais, la dermato, c'était peut-être un peu mon stage tu sais, je voulais aller aussi chercher une expertise, puis en bout de ligne, tu sais, sans nécessairement que je fasse particulièrement de la dermatopède, mais tu sais, l'approche dermatologique, les lectures en lien avec tout ça, après ça, ben, en chirurgie mineure, ça m'a quand même beaucoup aidé, là, fait que c'est sûr que le stage avait son intérêt, puis l'équipe à Sainte-Justine était super agréable, fait que c'était le fun comme stage, mais c'était peut-être plus un stage bonbon à ce moment-là que directement dirigé vers quelque chose de concret. Puis je savais pas non plus que j'allais réussir à faire ma petite clinique de chirurgie mineure. Là. Ouais. C'est ça. Là. Puis ben justement, c'est ça. Je trouve ça super intéressant que tu fasses ça. Tu as parlé un peu que tu as établi là, la clinique de chirurgie mineure dans le GMF, parce qu'il y avait personne qui faisait ça avant. On avait eu moi, quand j'étais résident, c'était un chirurgien général, dans le fond, qui donnait la clinique. Là, fait que, puis pour diverses raisons, c'était pas toujours évident de fitter les horaires. Fait que quand moi j'ai fini, il y a un trou qui s'est créé, puis là, dans le fond, moi j'ai pris la place du chirurgien qui faisait ça avant, mais c'est ça, avec j'ai appris un peu. J'ai pas fait un stage en chirurgie mineure. Là, fait que j'ai fait des journées où je suis allé en chirurgie. J'ai fait des lectures. Je me suis acheté des livres un peu pour ça. J'ai fait aussi, j'ai fait des cas aussi. Là, à un moment donné, il faut que t'en fasses. Puis il y a des affaires que tu pousses un peu jusqu'à la limite de où t'es confortable. Puis à un moment donné, tu recadres un peu. Là, je pense que ça fait partie aussi de la médecine familiale de connaître tes limites puis de les tracer tranquillement, pas vite. Là. On peut pas du jour au lendemain savoir exactement jusqu'où on peut aller, etc. Là, ouais. Exact. Puis ben c'est ça. Il y a peut-être des étudiants qui écoutent, qui pourraient être intéressés par la médecine familiale, qui aiment le côté un peu procédural aussi. Est-ce que tu pourrais donner des exemples un peu de procédures, de petites chirurgies mineures, par exemple, que tu pourrais faire dans le contexte de cette clinique-là? Ben oui, c'est sûr qu'au niveau... C'est chirurgie mineure, mais c'est plus une clinique de technique, là, j'oserais dire. Fait que on fait beaucoup d'infiltration aussi, mais... c'est beaucoup dermatologique, là, inévitablement. On fait pas de chirurgie à cœur ouvert au GMF. Là. Fait que c'est clair qu'on est plus dans la dermato, puis c'est de trouver un peu où notre place là-dedans. Fait que c'est sûr que moi, je fais beaucoup de procédures pour des pathologies dermatologiques qui sont non cancéreuses, idéalement. Là. C'est sûr qu'inévitablement, en faisant des biopsies exéreuses, on finit par enlever une fois de temps en temps un carcinome basocellulaire ou faire une biopsie sur un mélanome puis l'envoyer en dermato, mais c'est pas nécessairement ça l'objectif de la clinique, mais par exemple tout ce qui est sébacé à retirer, ça va être des lipomes, un angiome rubis qui saigne qu'on va cautériser. Ça peut être des névus qui sont accrochants, des fois ça va être juste des neurofibromes qui sortent de la peau, des corps étrangers, une fois de temps en temps on s'en fait référer, drainage d'abcès,
infiltration musculo-squelettique. Je pense que là, après ça, c'est sky's the limit. Là, on peut aller sur à peu près n'importe quelle articulation, mais c'est juste de connaître ton anatomie puis les techniques, comment les reproduire. Là. Fait que ça, c'est le volet plus technique UMF. Là, j'en passe, là, curetage de molluscum, azote liquide. J'essaie de voir, là, c'est pas mal. Ça semble assez varié, la vie. Ça ressemble pas mal à ça. Moi, j'essaie de trier les cas pour qu'avec les étudiants, les résidents, on puisse vraiment être hands-on puis faire ce qu'ils aiment faire eux autres aussi quand ils viennent dans ces cliniques-là. Là, pas juste évaluer les patients. Mais à l'inverse, pas à l'inverse, mais en complément de ça, l'urgence amène toutes des blessures traumatiques que tu n'aurais pas réparées. Tu n'ouvrirais jamais 10 cm de jambe d'un patient pour y enlever un kyste, mais là, quand il faut que tu le répares, il y a du muscle, il y a du tendon, il y a des. L'urgence amène son lot aussi de techniques de drainage d'hématomes, de nisectomie, Puis en fait, des fois, je vois des cas à l'urgence, puis pour pas embourber l'urgence, je les transfère en clinique de chirurgie mineure. Okay, ouais. Puis là, après ça, là vient les techniques plus soins intensifs, canule artérielle, voie centrale, drain thoracique, etc. Que là, des fois, on a besoin d'intubation, etc. Tu fais ton lot de procédures quand même dans ton mois. C'est pas mal ça que j'aime. Là, ouais, c'est ça. Okay. Puis comment tu trouves ça, tu sais, vu que tous ces aspects-là reviennent à une fréquence quand même répétée, mais tu peux être, mettons, 2 semaines sans faire d'accouchement, puis là, tu retournes. Est-ce que tu trouves des fois que t'es comme rouillé ou tu trouves que ça revient assez souvent que tu gardes la touch? Au début, c'est plus difficile d'avoir des longues pauses qu'après quelques années de pratique, là, c'est évident. Mais en fait, moi, je suis un peu constamment sur des patins à roulettes. Je suis jamais sur le sol plat à bien sentir là, où est-ce que je suis. C'est un peu ça que j'aime de ma pratique, c'est que je sois en obstétrique ou à l'urgence. Il n'y a rien qui me fait peur, mais en même temps, je suis jamais dans mes pantoufles. Là, fait que il y a tout le temps des cas que tu rencontres. Puis n'importe quel médecin dans n'importe quelle spécialité rencontre des nouveaux cas chaque jour. Mais le fait de voir n'importe quel âge de patient, que le patient soit... Si la patiente enceinte, elle arrive puis elle accouche en réa pendant que c'est sur mon chiffre, je suis bien à l'aise avec ça. Là, en fait, c'est quasiment un petit plaisir. Là, mais je ne souhaite pas à la patiente, mais c'est pas stressant comme tel, mais c'est challengeant parce que tu n'es pas dans ton environnement de travail usuel. Puis c'est ça, j'ai eu la chance, ou pas la chance, mais j'ai pas eu ma femme qui a pris les congés maternité. Fait que c'est sûr que j'ai pas eu à m'absenter longtemps. C'est sûr que plus tu t'absentes longtemps, des fois, plus ça peut peut-être être difficile de faire un retour dans une pratique ou polyvalente, mais des pratiques aussi, ce que j'appelle de soins aigus, mais finalement qui nécessitent des réactions rapides puis des maîtrises de plusieurs algorithmes là, que tu dois maîtriser pour être capable de pratiquer dans ces domaines-là. Okay. Puis toi, tu as fait ta résidence à Val-d'Or. Ouais, exact. Ouais. Puis, ce serait quoi, mettons, les côtés positifs que tu dirais de l'avoir fait à Val-d'Or versus d'être resté à Montréal pour faire ta résidence? En dehors de tout le plein air puis la vie extra hospitalière, là, de vivre pleinement le Val-d'Or comme je l'apprécie, comme je l'aime, puis d'être proche de mon monde, mais aussi d'avoir cette facilité-là. Je pense à Val-d'Or, c'est facile dans le sens où tu sors de l'hôpital, tu peux aller faire un 5 à 7, aller souper avec quelqu'un d'autre, puis passer ta soirée avec ta petite sœur si tu y avais promis, ou avec un ami. Fait que bref, les déplacements sont faciles, c'est fluide et tout ça. Fait que ça, c'était un gros plus. C'est sûr qu'au niveau de l'enseignement, on parle de... T'es quasi toujours en 1 pour 1 avec un superviseur. On est dans un contexte hospitalier où on n'est pas surchargé d'apprenants. Fait que, quand on est là, quand le résident est là, c'est tant mieux, on se sépare un peu du travail puis on en profite pour faire de l'enseignement. Si le résident n'est pas là, on est habitué aussi de travailler sans résident. Fait que, c'est pas... Il y a peut-être un peu moins de
de poids qui est mis sur les résidents, de dire comme faut à tout prix que vous soyez là aujourd'hui. S'il y en a un qui est malade, il faut que vous le remplacez. On est un peu habitué de fonctionner aussi sans. Puis l'intérêt que les gens ont, il y a un beau cas à l'hospice, ils vont aller chercher les autres résidents, tout ça pour que tout le monde puisse en profiter puis apprendre de ça. Fait que, je suis en obstétrique, il y a un code bleu, en pleine nuit, je dors en haut, je descends, le résident d'hospice est là pour une admission, il arrive, il y a un résident à l'urgence, puis un patron, moi, je vais me mettre sa voix intra-osseuse avec le résident pour y montrer, puis on fait nos petites affaires de notre bord. Fait que, je pense qu'il y a quand même une facilité puis des opportunités d'apprentissage qu'il n'y a pas toujours en grand centre où il y a un résident d'Uro qui vient mettre la sonde compliquée. Ou qui, c'est ça. Ouais. OK. Je pense que ça en fait partie. Mais moi, quand j'ai fait ma résidence, il y avait déjà un petit peu moins d'apprenants peut-être, mais quand même, je trouve que, ne serait-ce que pour les pathologies aussi, là, je veux dire, la pneumonie avec un abcès pulmonaire, c'est le résident là, qui demande le CT scan parce que les globules blancs baissent pas, puis qui va aller se creuser la tête un peu avec son patron cette semaine-là pour comprendre. Ça sera pas nécessairement l'équipe de pneumo qui va gérer le cas cool de l'étage. Ils sont là, ils nous appuient, les spécialistes, quand on a besoin. On est chanceux, on en a beaucoup maintenant à Val-d'Or, mais en même temps, ça reste un hôpital d'omni, puis tout le monde, spécialiste inclus, est à l'aise avec ça. Puis les cas sont gérés par les médecins de famille, par les omnis. Je pourrais en parler, mais après ça, le fait de voir mon patient à l'urgence, de faire un suivi au bureau quelques jours après, ou le suivre, le voir rentrer, puis après ça, quand je faisais de l'hospice, des fois 2 semaines après, c'est moi qui terminais son admission. J'ai déjà envoyé un aorte rompu à Amos en catastrophe que finalement j'ai eu à l'hospice 2 semaines après, puis on faisait sa réadap, puis là, tu le revois. Fait que c'est ce côté-là, moi j'aime ça, c'est sûr, là, la continuité des soins, puis voir un peu. Puis le travail d'équipe, on est des petites équipes, mais c'est sûr qu'avec les autres patrons et tout ça. Fait que, bref, ça se mélange peut-être un peu entre ma résidence puis mon travail, mais je pense que ça transparaît un peu aussi auprès des résidents, le fait qu'on est une équipe assez jeune qui aime travailler ensemble puis qui aime enseigner. Puis... OK. Puis est-ce que, par exemple, pour un étudiant qui hésite en différents sites, est-ce qu'il faudrait certaines qualités ou certaines forces pour quelqu'un qui voudrait faire une résidence ou pratiquer en région, trait de personnalité ou... je pense que quand tu as fait ta résidence en région, tu peux pratiquer n'importe où. Puis je pense que quand tu as fait ta résidence dans un grand centre, c'est peut-être plus difficile, sans dire que c'est impossible. Okay. Peut-être un petit difficulté supplémentaire d'aller travailler en région parce que l'approche est différente. Le diabète gestationnel, il fallait que tu continues à la suivre. Ta patiente, tu la transférais pas à l'équipe de garde, puis à l'endocrino. Fait que, tu sais, là, quand le chemin inverse est fait, puis tu pars du grand centre où tu référais peut-être davantage tes patients, là, quand tu arrives en région, c'est sûr que c'est peut-être un clash un peu plus grand. Mais à part d'être capable de sortir de Montréal, je pense qu'il n'y a pas de critères plus compliqués que ça. Là, ouais. Puis quelqu'un qui voudrait aller en région, mais qui aime ça être bien dans ses pantoufles, mettons, là, qui veut pas être justement toujours sur ses patins à roulette. Non, c'est une bonne question. Ouais, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même faisable en région? Ben oui, puis en fait, c'est qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Je pense que c'est sûr que tu vas être inévitablement un peu plus polyvalent dans une pratique qui est identique, ne serait-ce que par le fait qu'il y a moins d'accès en spécialité, puis qu'il faut pousser des fois un petit peu plus les investigations pour une pathologie que, tu sais, des fois, c'est pas toujours rose, là, dans le sens où moi, la rhumato, c'est pas mon neuro-rhumato, c'est pas mes 2 spécialités préférées. Tu sais, ça arrive que j'ai pas le choix, là, j'en demande des bilans rhumato aussi parce que, tu sais, on en a une, puis elle est débordée, puis quand on a vraiment besoin d'elle, on peut lui demander son opinion, tout ça, mais quand c'est des cas plus simples ou des tu sais, je pousse un petit peu plus, puis je peux pas juste le
la transférer en rhumato. Fait que, tu sais, bref, mais tout ça pour dire que oui, il y a toujours peut-être une petite polyvalence supplémentaire, mais en même temps, il y a aussi possibilité d'avoir une pratique qui est plus axée sur un domaine. Puis, tu sais, j'ai des collègues qui font obstétrique bureau, qui font obstétrique UMF, qui font gériatrie bureau. Tu sais, il y en a honnêtement pour tous les goûts. Puis là, ben, dans la situation actuelle, quelqu'un qui veut faire majoritairement du bureau, c'est sûr que, tu sais, pour avoir accès aux rémunérations majorées en région, tout ça, ça prend... faut souvent que tu sois sur une liste de garde hospitalière là, pour les AMP, puis etc. Mais, bon, je pense que il y a certaines régions où tu peux faire que du bureau. Là. La plupart, je pense qu'il y a un aspect où est-ce qu'on essaie aussi de s'assurer qu'il n'y aura pas de pénurie au niveau des gardes d'urgence obstétrique. Mais bref, tu sais, oui, il y a des gens qui sont un peu plus focus dans un domaine, puis c'est correct. Puis en fait, c'est souvent, tu sais, les domaines sont complémentaires. Là, la personne qui fait du bureau puis qui fait de la gériatrie, bien souvent en bureau, elle suit des patients plus âgés, puis elle fait des cliniques de mémoire, puis elle va aller, les gens vont lui référer. Il y a une expertise entre nous aussi, sans que nécessairement ça soit toujours référé aux spécialistes. Mais moi, c'est sûr que quand j'ai un cas de gériatrie un peu atypique, que je suis pas certain, mais que je sens pas nécessairement que c'est un cas pour la gériatre, ben j'ai une bonne collègue à qui je vais référer ce patient-là juste pour dire « Hey, peux-tu me donner ton opinion? » On va se parler, on va s'appeler. Moi, je reçois des photos dermatologiques, plein d'affaires. Puis on essaie de se guider là-dedans ensemble. Ouais, c'est cool. Y a-t-il quelque chose que tu aimes un peu moins de ta pratique? Ben, là, tu sais, l'admin, la paperasse, c'est sûr que, tu sais, je pense dans toutes les spécialités, mais en médecine familiale, il y a tout le suivi des laboratoires puis tout ça. C'est pas nécessairement l'affaire la plus agréable au monde, fait que ça vient aussi avec des responsabilités qui te suivent. En même temps, je connais pas vraiment de spécialité. Là, le pathologiste, il y a des lames à lire, puis comme s'il les a pas lues, je suppose que comme ça le suit. Là, puis mon chum radiologiste, il y a un backlog d'examens qui le suivent en voyage, qui va aller lire une couple de cas. Fait que je pense que toutes les spécialités ont leur lot là, de suivi. Même l'urgentologue, il y a des labos qui demandent qu'il assurent un certain suivi. Médecine familiale, ceux qui font énormément de prise en charge ont cette lourdeur-là que je pense qui doit être reconnue puis améliorée avec le temps aussi. Je pense qu'il y aura certainement des éléments à mettre en place pour réduire cette charge de travail-là qui te suit un peu quand t'es en vacances. Là. C'est un peu ça. Là. Cette semaine, je suis pas à la maison. Ben, c'est sûr qu'en revenant puis avant de partir, ben il faut donner une petite go là, pour... les notes des résidents, puis les laboratoires qui sont rentrés entre-temps ou qui vont... qui s'accumulent, les represcriptions, des choses comme ça. Ouais. Fait que pour toi, est-ce que d'avoir une pratique, ben, tu fais de la prise en charge, mais un petit peu moins peut-être que d'autres collègues. Est-ce que pour toi, c'est une façon un peu de réduire l'impact de ce point négatif-là pour toi, ou c'était plus comme une conséquence non voulue, là, ou un bienfait non voulu? Là? Ouais, mais c'est drôle parce que moi, je voulais pas faire de prise en charge quand j'ai gradué, puis j'en faisais pas. J'ai complètement cessé la prise en charge dans les premiers comme 2 ans de ma pratique à peu près. Puis j'y suis revenu, tu sais, parce qu'en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans. Tu sais, t'es la personne ressource, t'es un peu le chef d'orchestre, un peu. Les gens se fient beaucoup sur toi, puis il y a une certaine fierté à entendre un de tes patients dire à un spécialiste ultra compétent dans son domaine « Attends, je veux avoir l'opinion de mon médecin de famille avant parce que c'est lui qui va me l'expliquer comme faut, c'est lui qui me connaît, c'est lui qui a la relation, pas juste un connaît en termes de je connais qui est son dossier médical, mais le connaît aussi en termes de... C'est un art, je pense, de savoir comment prendre chaque patient, comment amener l'information différemment. Il y en a qui aiment ça cru, il y en a qui aiment ça enveloppé. Fait que ça, c'est la beauté, je pense, du suivi de patient. Fait que
inévitablement, j'ai gardé une place au bureau pour mes suivis de grossesse. Puis là, ben, tu fais des rencontres qui sont agréables. Tu as des bébés joufflus que tu pas le goût de laisser partir non plus. Fait que, à un moment donné, j'ai garderai toutes mes patientes. Malheureusement, aujourd'hui, je suis plus capable de le faire. Mais j'en ai pris même plus que ce que j'avais l'intention de prendre parce que j'avais cet intérêt-là. Puis tu vois un patient à l'urgence qui fait pitié. Puis tu te dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que ce patient-là, il a besoin d'un médecin de famille, puis tu le prends en charge, puis après ça, c'est super gratifiant. Là, fait qu'il y a un côté plate à ça, mais il y a un côté aussi très agréable à faire un suivi longitudinal d'un patient, puis à être là à différents moments de sa vie, là, aussi. Là, ouais. C'est beau. Mais ouais, vraiment. Puis là, ce que j'entends là-dessus, c'est que, mettons, un étudiant ou un résident qui est allé qui est allé en Med-Femme pour les soins aigus, puis qui aime pas le bureau, ça se pourrait qu'en tant que staff, il développe quand même un amour pour le bureau. Clairement, tu sais, le bureau en résidence, c'est pas le bureau quand t'es patron non plus, là, tu sais, t'as tout le temps quelqu'un au-dessus de l'épaule, t'as une caméra, t'as des cas qui sont malheureusement souvent très lourds dans les GMFU, là, en général, là, fait que, tu sais, je pense qu'il faut pas non plus... Tu sais, ça donne un peu le gist de genre savoir un peu qu'est-ce que c'est le bureau, mais la pratique, puis tu sais, ça peut être une pratique très système. Moi, je suis pas très calé en maladies chroniques, puis tu sais, là, de me tenir à jour dans plein de maladies chroniques, c'était peut-être pas nécessairement évident avec le fait de me tenir à jour en médecine d'urgence, puis en obstétrique, puis en chirurgie, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça m'attirait moins inévitablement de tout ça, mais tranquillement, pas vite, il y a des patients qui développent des maladies chroniques dans ta clientèle, même si tu avais choisi une clientèle un peu plus pédiatrique, ou moi, j'ai beaucoup de patientes qui étaient enceintes que j'ai gardées après. Fait que, je m'attends que dans 20 ans, il va falloir que je sois vraiment bon en ménopause, mais là, pour l'instant, j'en vois un peu moins. Fait que, mais on peut tous un peu, justement, la personne qui aime beaucoup la gériatrie, ben, il peut orienter aussi sa pratique au bureau sur la gériatrie, puis avoir plus de suivi de personnes âgées, puis là, ça va faire bien le bonheur de quelqu'un d'autre qui aime mieux faire des suivis pédiatriques. Fait que, je pense qu'il faut pas voir le bureau comme une grosse boîte que tu es obligé de prendre au complet. Je pense que c'est plein de petites boîtes, puis tu peux un peu faire ton propre casse-tête avec ça. Mais c'est bon. Ouais, j'aime ça l'image. Moi, j'ai personnellement... j'ai pas... C'est sûr que si tu veux suivre 1500 patients, tu vas en prendre sur le guichet, puis il y a des patients que tu vas peut-être regretter d'avoir pris, que tu trouves lourd, etc. C'est plate, mais c'est la réalité. Il n'y a pas des fits de personnalité avec tout le monde. Mais moi, personnellement, j'avais pas l'intention de faire du bureau. J'ai commencé à en faire en choisissant des patients avec qui je m'entendais bien. Pas des patients faciles. J'ai choisi des patients, même s'il y avait un trouble de personnalité limite, mais des patients que... le contact allait bien, que je sentais que je faisais une différence dans leur vie, de savoir que j'étais capable aussi de communiquer facilement avec eux. Fait qu'après ça, ben, moi, quand je rentre au bureau, les cas qui sont pénibles, je les ai choisis, puis je les assume, puis je me le rappelle. Ouais. Puis la majorité du temps, ben, c'est un plaisir, puis c'est tu connais toute la famille, t'as les bébés, t'as le chum, t'as la blonde, tu discutes de plein de choses, la job, etc. Fait que bref, ça reste un côté peut-être un peu plus léger, malgré que la paperasse que je parlais tout à l'heure, ça reste une lourdeur, mais la journée de bureau dans ma semaine... c'est sûr que l'obstétrique reste quand même un moment joyeux, fait que souvent c'est le fun, mais l'obstétrique, on est aussi, soit c'est vraiment mollo, soit t'es mis un peu aux limites de tes capacités. Fait que le bureau, ben souvent, c'est quand même, tu peux le moduler toi-même. Si tu veux prendre plus de temps que tes patients, mais tu prends plus de temps que tes patients. Puis si tu veux faire un peu plus de semi-urgence, un peu comme l'urgence, chaque médecin, je pense, développe aussi sa propre... pratique au bureau. Ben ouais. Puis au niveau des prèmes, tu sais, justement, est-ce que vous avez un nombre de patients minimum à avoir, tu sais, au bureau? Ouais, c'est sûr que tout dépendamment quel milieu, tu sais, là, c'est plus facile de parler pour l'Abitibi parce que c'est le milieu que je connais, mais tu sais, il y a la majorité des milieux demandent qu'il y ait un suivi minimum de patients au bureau, puis je pense que c'est correct dans le sens où
le Québec a besoin de médecins de famille qui suivent des patients, là, puis je reste sensible à ça. Il faut juste faire attention, justement, qu'on n'enlève pas la possibilité aux nouveaux patrons, aux résidents finissants de justement mettre de la couleur qu'ils désirent dans leur pratique. Je pense que faut... Si tu pratiques en gastro ou de chum, ben il y a probablement quelque chose que t'aimes pas, la garde, ou t'es moins technique, ou t'es ou t'es moins recherche, ou t'es moins enseignement, puis il faut que t'assumes ça. Ben, je pense en médecine familiale aussi, il se doit d'avoir certaines obligations. Présentement, on pousse beaucoup en région pour qu'il y ait des suivis de patients qui soient intégrés au PREM. Mais c'est vraiment du cas par cas, puis l'importance relative du suivi de patients dans la pratique peut être modulée en fonction des intérêts là, de chaque résident, puis c'est un peu ça l'objectif. Puis comme je dis, je pense que le but, c'est plus de donner le goût au monde de faire du bureau que les forcer, puis je pense que ça va passer aussi par une meilleure valorisation de la profession, puis plus d'accompagnement, puis qu'on continue à avoir nos ressources qu'on a besoin en GMF aussi pour nous aider à faire des suivis de maladies chroniques, puisque nous, pour vrai, on a une équipe incroyable là, d'infirmières qui nous accompagnent là-dedans, puis à qui je veux poser des questions quand comme je sais pas quoi faire avec mon patient diabétique, mais on a des infirmières praticiennes qui travaillent avec nous, on a des infirmières cliniciennes, on a des auxiliaires qui nous aident aussi pour optimiser notre temps avec les patients, tout ça. Fait que c'est un... Quand le GMF est un modèle qui peut très bien fonctionner, pour lequel peut-être faut optimiser certaines choses. Je dévie un peu de la question. C'est parfait. Super intéressant. Un autre côté de la pratique. All right. Bon, ben pour closer ça, t'aurais-tu un conseil pour les étudiants en médecine qui hésitent un peu dans leur choix de spécialité? Qui tergiversent encore. Ben, comme je dis souvent aux étudiants que je croise, tu sais, moi, je veux prêcher pour ma paroisse dans le sens où j'adore la médecine familiale, puis j'espère que comme de venir faire un stage avec nous autres, de l'essayer, ça leur donne le goût. Je pense que c'est impossible de dire que tu veux pas faire de la médecine familiale. Je pense que tu n'as pas goûté à la vraie médecine familiale si t'es pas sorti de la région, ne serait-ce que pour voir jusqu'où on peut pousser ça, puis voir de quel type de pratique tu peux faire en médecine familiale. Après ça, ben tu peux triper en médecine familiale dans un grand centre aussi, là, puis je pense que c'est tout à fait adéquat. Fait que mon conseil, c'est d'aller voir, d'essayer de peut-être, même pour les étudiants un peu plus jeunes, d'aller faire des stages, justement, SARO en région, aller goûter un peu à ce que ça peut avoir l'air, puis se laisser inspirer un peu, parce que c'est sûr que inévitablement, le cours de médecine va toujours se donner dans des centres où il y a beaucoup de spécialistes, puis c'est correct, c'est nécessaire, mais ça va être quand même un défi. C'est toujours le même défi pour la médecine familiale. Après ça se peut que ça convienne pas à tout le monde, puis c'est correct. Je pense, comme je mentionnais un peu plus tôt, il faut faire le choix en fonction, soit on choisit notre spécialité puis on place la vie qu'on veut mener alentour de ça, soit on choisit un peu la vie qu'on veut mener puis on choisit notre spécialité en fonction de ça. Fait que tu sais, si tu veux faire anesthésie mais que ce que tu tripes c'est comme moi faire anesthésie cardiaque, ben à Val-d'Or je pouvais pas le faire. Fait que là, ça l'a coché cette case-là. Fait que je pense qu'il y a deux approches possibles. Fait que soit tu vas te déplacer où la job que tu as le goût de faire t'amène, ou ben non, tu choisis un peu où tu es prêt à aller, puis tu t'adaptes avec la réalité, le bread and butter de chaque spécialité. Là. C'est intéressant de le voir comme ça. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. Merci. C'est bien agréable.